On a vu que l'autorité ne pouvait pas être fondée sur la force ou la violence. Pour s'exercer, elle a besoin d'être reconnue comme légitime. On a exploré cette notion depuis 2 jours. C'est peut-être particulièrement vrai dans le cadre du travail. En effet, dans le contrat de travail salarié, c'est le lien de subordination qui fait la spécificité par rapport à d'autres contrats. Un employeur fixe des directives qu'il va demander à ses salariés d'exécuter sous peine de sanctions. Cette autorité s'est exercée longtemps de manière assez verticale. Je résumerai de manière un peu familière, je te paie, tu exécutes. Mais depuis plusieurs décennies déjà, cette vision verticale de l'autorité est remise en cause, au point que certains observateurs parlent de crise de l'autorité. Les salariés réclament davantage d'autonomie, mais aussi de reconnaissance, de sens et même d'un travail épanouissant. Ainsi, loin de la figure du patron ou du petit chef d'antan qu'on retrouve souvent dans les films ou dans les livres, le manager se doit ainsi d'être un leader inspirant, à l'écoute de ses équipes, respectueux de leur sécurité et de leur bien-être. Enfin, du moins, dans un monde idéal, on est bien d'accord. Toutefois, cette relation, telle que je vous l'ai dépeinte, elle est percutée aujourd'hui par des mutations économiques importantes et notamment par l'ubérisation de l'économie qui favorise le développement de l'auto-entreprise au détriment du salariat. Alors, comment interpréter la notion d'autorité dans le travail aujourd'hui? A-t-elle le même sens partout? De quelle manière a-t-elle évolué? Et comment les employeurs s'organisent-ils pour répondre à ces évolutions? Et enfin, dans ce contexte, dans quelle mesure les organisations syndicales continuent-elles de constituer des contre-pouvoirs ou des interlocuteurs légitimes? Voici quelques-unes des questions que nous allons explorer pendant cette heure de table ronde, 45 minutes en réalité, puisque nous allons laisser au moins un quart d'heure à la salle pour pouvoir poser des questions à nos intervenants, qui sont de grands témoins. Dominique Andolfato, vous êtes politiste, vous êtes spécialiste du syndicalisme et des relations professionnelles, chercheur au Centre d'études en droit et sciences politiques Credespo de l'Université de Bourgogne, où vous enseignez la science politique. Pascal Bailly, vous êtes chef d'entreprise, directeur d'un établissement médico-social et vous êtes aussi juge consulaire et président du tribunal de commerce d'Auxerre. Voilà, écoutez, je vous propose, je vais vous laisser travailler maintenant. Alors, comment comprenez-vous la notion d'autorité dans le travail aujourd'hui? On a vu que cette notion centrale au cœur du travail n'était pas forcément simple à définir. Alors, je vais donc bonjour à tous, et puis merci aux organisateurs. Je pense notamment à Jean-Vincent Olindre, également à Valentine Zuber. Je vais reformuler un petit peu ce que vous avez dit. Je vais peut-être rebondir, peut-être ça va être un petit peu répétitif dans un premier temps, du moins. Moi, j'envisage cette question de l'autorité au travail. Il y a trois manières. Finalement, quand on pense l'autorité au travail, tout bêtement, déjà, évidemment, on pense au patron. Un peu peut-être d'autrefois ou encore d'aujourd'hui dans beaucoup de secteurs. C'est un patron qui peut être il y a différents styles de patronat. Il peut être, ça peut être un éclaireur, il peut être innovant, c'est un chef d'entreprise, etc. Il va emporter ses salariés. Bon, mais il y a aussi souvent, il y a pas mal de critiques qui existent également sur les patrons, qui sont récurrentes aussi. D'ailleurs, le mot lui-même, il n'est pas tellement valorisé. Enfin, quand on dit les patrons, c'est souvent un peu négatif, tel que c'est utilisé dans le discours social français. Donc, voilà, ça c'est la première exception. L'autorité, c'est le patron. Il va être bon ou moins bon. La deuxième manière, vous y avez fait allusion aussi, c'est les juristes du travail quand ils parlent pour eux, ça va être les employeurs que l'autorité. C'est celui, pour reformuler de nouveau quelque chose que vous avez dit, qui va ordonner, qui va contrôler, qui va sanctionner éventuellement le salarié, même si le droit du travail, il est censé quand même protéger le salarié. Mais aujourd'hui, de plus en plus également, le salarié, il a des obligations, etc. L'employeur peut plus ou moins facilement rompre ce contrat si ses obligations ne sont pas toutes respectées, etc. Donc, le droit du travail est sans doute un peu moins protecteur qu'autrefois. Donc, c'est la deuxième acception de l'autorité. C'est la question du lien de subordination salarié-employeur.
Et puis la troisième, qui est la plus contemporaine, et celle sur laquelle on réfléchit sans doute le plus, l'autorité, c'est ce qu'on appellera le management dans l'entreprise, les managers. C'est une notion qui est pas nouvelle, mais qui est apparue justement parce que la notion de patron était contestée. Le management, les managers, c'est quelque chose qui est plus dépersonnalisé. C'est quelqu'un qui est censé être peut-être un peu plus technicien. Il est censé, peut-être plus de compétences aussi, mais c'est discutable tout cela. Il est censé, le manager, ou les managers ou le management, il est censé être favoriser une bonne interaction dans l'entreprise entre la hiérarchie, lui. C'est une notion assez dépersonnalisée déjà le management. Hein. Justement, c'est pour essayer de démontrer qu'il n'y a pas cette rupture. C'est moins hiérarchique. C'est une conception moins hiérarchique. Mais donc le manager ou les managers, ils sont censés être un peu des activateurs de l'intelligence collective qui est censée être l'entreprise. Mais là, il y a beaucoup d'enjeux parce qu'il y a toute une série de styles de management, quoi. Aujourd'hui, il y a un style de management qui va être très critiqué. Management par la peur, management par l'emprise, etc. Puis il y a des managers qui sont plus éclairés, plus à l'écoute, etc. Donc on voit qu'à la fois, c'est des organisations, c'est des relations contractuelles, mais c'est avant tout des gens. C'est des hommes et des femmes qui vont instaurer cette relation d'autorité, qui vont faire vivre cette relation d'autorité en interaction avec des salariés. Alors, vous, Pascal Bailly, vous avez dirigé un établissement pendant longtemps, donc l'autorité, c'était quelque chose qui était un souci quotidien, j'imagine, qui était incarné dans les organisations dans lesquelles vous avez travaillé. Et alors, qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui une autorité légitime, telle qu'elle est pratiquée, mais aussi perçue comme légitime par les employés, les salariés? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'en préambule, j'aimerais quand même tenir quelques propos liminaires. C'est que le monde change, le monde évolue, le monde bouge. Le monde change de peau. et que, j'ai envie de dire, le monde du travail n'échappe pas à cette règle et qu'on ne dirige plus un établissement aujourd'hui comme on le faisait certainement autrefois. Je pense même, et ça c'est dans une dizaine d'années ou dans un siècle ou plusieurs siècles, je pense qu'on aura certainement l'année 2020 qui sera marquée parce que je suis pas convaincu, mais j'imagine que dans quelques années, l'année 2020, l'année de la Covid, sera une année qui aura marqué un changement d'air. On va quitter progressivement l'ère contemporaine pour s'inscrire, à mon avis, dans une ère plus numérique, avec l'arrivée notamment de toutes ces technologies, tous ces réseaux sociaux, l'intelligence artificielle qui vient aujourd'hui dans nos vies, et y compris dans le monde du travail. Alors, l'autorité dans le monde du travail, écoutez, soit vous êtes artisan, profession libérale, et vous travaillez seul, donc vous faites autorité sur vous-même. Soit vous intégrez, comme c'est plutôt le cas, une organisation, un groupe, et forcément, dans ce groupe, il y a forcément de la hiérarchie. Alors, quand on parle de hiérarchie, j'entends la définition de la place de chacun dans l'organisation, le rôle qui va définir le rôle, les missions de chacun. Et derrière ce mot hiérarchie, il y a un pouvoir d'encadrement, un pouvoir de décision. Alors, derrière ce pouvoir décisionnaire, il faut l'interpréter comme forcément une forme d'autorité. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, et peut-être plus particulièrement dans le monde du travail, serait de se dire, mais comment on va acquérir de l'autorité, comment on acquiert cette autorité? Alors, pendant très très longtemps, j'ai envie de dire, pour répondre à la question de la légitimité, on obtenait cette autorité par l'expérience, par l'ancienneté, et puis ce qui rendait légitime, le diplôme, la formation. On reçoit une formation, on apprend des choses, et puis à la fin on vous pose des questions, et si vous répondez bien, eh bien on vous donne un carton avec un diplôme et qui va vous permettre de vous inscrire dans le cadre d'un projet professionnel, et qui, en fonction de votre position dans les échelons, vous donnera forcément une forme d'autorité.
J'ai envie de dire, cette autorité légitime, si je devais l'imager, c'est je suis un chef et j'endosse un costume de chef, avec peut-être le bureau qui va bien, enfin, ainsi de suite. Et donc, j'ai une sorte d'ascendance sur les personnes, sur l'équipe que je vais devoir conduire pour mener à bien un projet. Ça a beaucoup et très longtemps fonctionné, sauf qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus et je pense que il y a une seconde, enfin non, même pas, je dirais plutôt une deuxième dimension qui vient se rajouter à ce savoir-faire, à ce costume. Je pourrais appeler ça des qualités, les valeurs intrinsèques de chacun, c'est-à-dire le savoir-être. C'est-à-dire qu'on peut plus être un petit chef qui donne des ordres parce que j'ai le costume. Alors certes, j'ai l'expérience, j'ai le diplôme, j'ai l'ancienneté, mais je ne peux pas, sous prétexte d'avoir ce costume, dispenser des ordres de part et d'autre. Ça ne peut plus fonctionner comme ça aujourd'hui et ça ne fonctionnera plus comme ça aujourd'hui. Je pense que là où vraiment c'est le domaine dans lequel l'autorité est en pleine mutation, c'est que il faut avoir un savoir-être. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir de la considération pour les équipes qui travaillent avec vous, sur lesquelles vous allez les aider à réaliser des missions, des tâches. Et comment on a de la considération sur ces subordonnés, c'est, je pense, de deux manières. Une première manière, c'est, comme vous l'avez évoqué, c'est d'être à l'écoute. Et puis, peut-être une seconde manière, ce serait d'être... cette notion de leadership, c'est quoi ? C'est en fait, j'ai une autorité, mais je suis avant tout un guide, un soutien. Alors, quand je dis être à l'écoute, c'est faire preuve de... comme le nom l'indique, d'écoute, de compréhension, de soutien, voire d'empathie vis-à-vis de ses collaborateurs qui sont des êtres sensibles. Et on ne demande plus aujourd'hui à des gens d'exécuter des tâches comme ça ne se fait plus. Et donc, il faut être un guide. Alors, être un guide, c'est donner de la confiance, c'est apporter de la confiance. Avant tout, c'est être en capacité de fixer des objectifs, de délimiter un cadre dans lequel... les collaborateurs vont avoir une certaine autonomie pour pouvoir réaliser les missions qu'on veut bien leur fixer. Et puis surtout, aujourd'hui, être un bon manager, un leadership, comme vous voulez bien l'entendre, c'est surtout de fixer des objectifs qui soient en cohérence avec la faisabilité. Et ça, je pense que c'est une notion sur laquelle on reviendra peut-être. Et puis ensuite, écoutez, moi, en qualité de directeur d'établissement, j'ai arrêté mes fonctions il y a quelques mois maintenant. Je pense que c'est apprendre à faire preuve d'humilité, parce que on a beau être en haut de l'organisation, on a des comptes à rendre à tout le monde, parce que dans le cadre d'un projet d'EHPAD, notre mission, c'est d'assurer le confort, le bien-être, la sécurité à des personnes âgées, en perte d'autonomie, des personnes qui sont devenues vulnérables, et que c'est notre mission de tous les jours. Et j'ai envie de dire, cette mission, j'avais envie de l'appliquer également à mes collaborateurs, en disant, je suis là aussi pour assurer votre bien-être, votre confort et votre sécurité. Et tout ça, ça voulait dire aussi faire preuve d'humilité. Alors après, il y a d'autres choses. Vous auriez un exemple concret à nous donner, par exemple, sur une manière une mission qui était exercée d'une certaine manière, peut-être quand vous avez commencé, et qui aujourd'hui a profondément évolué, parce que justement, le monde a évolué, et les salariés aussi, finalement. Alors, dans le secteur médico-social, il faut savoir qu'on fonctionne quand même beaucoup par des cohésions d'équipe. Il y a rarement quelqu'un qui décide, puisqu'il y a, dans un établissement comme un EHPAD, il y a une quinzaine de métiers différents. Chacun a sa fonction, chacun a sa mission. Mais le projet d'établissement lui-même, il est le même pour tout le monde. Chacun va trouver sa place à l'intérieur. Et donc, effectivement, il y a la possibilité de mettre des outils, de la formation, mais donner à chacun, je pense, un espace de liberté, mais un espace de liberté qui, à mon sens, prend son sens, justement, s'il est bien délimité. C'est-à-dire que, vous savez, l'autorité, elle n'intervient qu'à partir du moment où on va dépasser des limites. Mais encore faut-il que ces limites, elles aient été bien fixées,
et que ça va quand même aider chaque collaborateur parce qu'il a son espace de liberté. On ne va pas lui demander d'effectuer des tâches, mais de contribuer à une mission globale et de lui donner un sens de l'autonomie pour contribuer à cette mission globale, comme je viens de l'expliquer. Voilà. Est-ce que cette notion d'autorité, vous nous avez donné tous les deux des interprétations quelque part de cette notion d'autorité. Est-ce qu'elle signifie la même chose dans tous les domaines d'activité, dans toutes les entreprises aujourd'hui? Ou est-ce que malgré tout, est-ce que quand même de manière assez intuitive, j'ai tendance à croire qu'il y a quand même des cultures professionnelles qui restent très fortes et que finalement, elles s'incarnent avant tout dans des gens et qu'elles prennent des formes différentes selon qu'on travaille dans la marine, dans le BTP ou dans un EHPAD? Alors, pour ma part, je pense que c'est une question un peu difficile de répondre dans tous les secteurs. Je ne vous demande pas de répondre pour tous les secteurs. Sinon, on va y passer la journée. Est-ce que effectivement, on connaît bien le secteur dans lequel on évolue? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit en préambule dans ma présentation, j'ai l'honneur et l'humilité d'être président du tribunal de commerce et de rencontrer dans les permanences que je tiens tous les mercredis matins des chefs d'entreprise en difficulté. Et est-ce que les difficultés sont les mêmes dans tous les secteurs? Écoutez, aujourd'hui, on va pas se voiler la face. On n'est pas entre nous. Il y a un peu de monde, mais enfin, on est quand même un peu entre nous. Il y a des vraies problématiques aujourd'hui dans le monde du travail. C'est les problèmes de recrutement qui reviennent régulièrement. Et est-ce que aujourd'hui les modalités de présentation du travail et les formes de travail, est-ce qu'elles correspondent encore? Est-ce que la place du travail, l'importance qu'on va accorder à son projet professionnel, est-ce qu'il trouve encore sa place dans un projet de vie? De vie, plus large. Plus large. Écoutez, voilà un exemple, je ne sais pas, pour illustrer mon propos, si moi, quand j'ai commencé, et tout au long de mes 30 années de direction d'établissement, on m'avait donné une feuille blanche qui représentait ce que représente le sens et représentait le travail au milieu de cette feuille blanche. Je pense que j'aurais fait un grand rond, j'aurais marqué en caractère gras travail. Et puis en y réfléchissant bien, j'aurais laissé un peu de place dans les 4 coins, les angles, et puis j'aurais inscrit famille, amis, loisirs, voyage. Je pense qu'aujourd'hui, quand je pose cette question à mes enfants, et si je leur présente une feuille blanche et je leur demande, je suis pas sûr qu'ils fassent un gros rond, parce que déjà ils vont me dire, pas appris à faire un rond, donc ils vont peut-être diviser la feuille en 4, et puis ils me diront, il y a le travail, mais il y a la famille, il y a les amis, il y a les loisirs, il y a la terrasse du café. Et puis, et tout ça, ça s'inscrit dans un projet global de vie. Tout ça pour vous dire que on n'aborde plus le travail aujourd'hui de la même manière. C'est une des facettes de notre projet de vie global, mais c'est pas le projet qui a eu beaucoup d'importance. Je pense que, alors, moi, je critique pas parce que je me dis. Je me demande encore comment mes enfants peuvent avoir de l'affection pour moi, parce que quand je vois le petit coin que je leur ai réservé tout au long de ma vie... Sur cette feuille blanche, où le rond était rond ou... Pardon? Sur la feuille blanche? Ouais, sur la feuille blanche, je me dis... mais bon, je vous rassure, je crois qu'ils m'aiment quand même encore un peu. Dominique Andolfato, est-ce que cette définition du travail, elle est la même dans tous les secteurs? Et puis peut-être en profiter pour rebondir sur ce que disait Pascal Bailly, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un fossé générationnel finalement dans cette appréhension du travail, qu'on a tendance à dire, alors je dis bien on a tendance à dire, que les jeunes, on entend souvent que les jeunes ont un rapport différent au travail et qui seraient peut-être plus rétifs à l'autorité qu'autrefois. Je dis ça avec des pincettes, bien entendu. On voit bien, alors moi je parle, j'ai un point de vue plus peut-être académique, enfin j'ai moins pas cette expérience professionnelle.
on voit bien selon les secteurs que l'autorité, elle s'exprime pas du tout de la même façon. Je sais pas, si on regarde l'actualité sociale, on voit bien qu'à la SNCF, dès qu'il y a un projet, tout de suite, ça va donner lieu à un conflit ouvert. C'est-à-dire que, je sais pas, la SNCF, bon, j'ai pas de conseil à donner au management de la SNCF. Je sais pas, j'entends un raisonnement, donc ça me perturbe un petit peu. À la SNCF, manifestement, peut-être dans la fonction publique aussi, quand on regarde comment les annonces du ministre de la fonction publique, c'est des annonces qui sont faites, qui sont un peu brutales, comment dirais-je, l'autorité est vue comme un rapport de force. C'est-à-dire que, et en fait, l'autorité ne devrait pas être un rapport de force. L'autorité, justement, c'est agir sur autrui, mais cet autrui ne doit pas réagir sur vous. Si cet autrui réagit, si les autres, enfin, vous allez agir sur les autres, mais les autres ne doivent pas réagir sur vous, ils doivent accepter ce que, voilà. Dès lors qu'ils n'acceptent pas, dès lors qu'il y a de la résistance, il y a de l'opposition, c'est que l'autorité a failli. Et donc, voilà, on voit qu'à la SNCF, dans la fonction publique... Donc si le ministre est dans la salle... Pardon ? Si le ministre est dans la salle... Enfin, je sais pas, c'est pas, je sais pas, il faut qu'ils retournent à la fac ou etc., qui suivent des cours de management. Enfin voilà, c'est pas en faisant des annonces brutales, on va passer de 1 jour de carence à 3 jours de carence quand vous êtes malade. On va baisser vos salaires de 10%, etc. Enfin, forcément, ça va entraîner des réactions, quoi. Ce genre de choses, ça se négocie. Voilà. Donc, on voit bien que selon les secteurs, bon, je pourrais faire allusion. Je connais pas personnellement ce secteur, mais j'ai vu là récemment, on peut le trouver sur Arte, sur le site d'Arte, il y a le film Grand Central. Je sais pas si vous le connaissez. Il y a dans ce film, bon, c'est une romance, mais en fait, il y a tout un arrière-plan où on voit le personnage. C'est très intéressant sur le travail, justement, bien que ce soit pas le sujet principal du film, mais on voit les agents des centrales nucléaires et on voit que eux, il n'y a pas de sens à leur travail. Enfin, ce sont des équipes, ce sont pas les agents d'EDF qui sont un peu dans leur trou d'ivoire. C'est tout un personnel plus ou moins subalterne qui gère au concret des centrales, mais il n'y a pas de il n'y a pas d'autorité, c'est un peu l'anarchie, il n'y a pas de sens au travail, il n'y a pas de... Le seul projet de ces salariés, c'est de gagner bien de l'argent pendant quelques semaines, quelques mois, d'ailleurs sans faire attention à leur santé, et donc ils vont planquer leur dosimètre pour... ils vont être plus irradiés que normal, mais et s'il faut faire de l'argent, il faut quand même se faire irradier un peu, etc., au-delà des normes. Et donc c'est l'anarchie, là. On est dans un modèle qui est complètement différent de celui de la SNCF. L'autorité, on ne la voit pas. Les gens sont plus ou moins livrés à eux-mêmes. C'est des petites équipes autonomes, etc. Donc, effectivement, oui, évidemment, donc l'autorité, selon le secteur d'activité, selon les métiers, selon que l'on soit dans une entreprise, sur les contextes socio-économiques, une aussi. PME, selon les cultures, selon les traditions. Enfin voilà, c'est chaque fois du cas par cas. Et ça dépend beaucoup, comme le disait Pascal, des personnes. Enfin, c'est une affaire de comportement. Je suis pas sûr même qu'il y ait un apprentissage. Il y a une expérience, etc. C'est pas inné. Enfin, c'est du relationnel. Ça s'improvise en permanence. Donc, ce que j'entends dans ce que vous dites, dans cet exemple qui est assez parlant, c'est que là, quand on manque d'autorité, on manque aussi quelque part de cadre, de guide, de reconnaissance et de cohésion. Il me semble que ce sont des demandes, des aspirations qu'on retrouve beaucoup dans les enquêtes IFOP, enfin dans les enquêtes IFOP, je dis IFOP parce que je lisais hier le livre de Frédéric Dabi sur les aspirations de la jeunesse française et qui montrait dans quelle mesure la jeune génération pouvait avoir des aspirations convergentes ou divergentes avec le reste de la population. Et on voit que notamment dans le travail, il y a des aspirations un petit peu différentes, et notamment cette volonté de s'inscrire dans son projet professionnel dans un cadre de vie plus large. Et je me permets de vous relancer là-dessus parce que comme on parle des mutations, est-ce que vous pensez que véritablement la jeune génération, jeune, plus ou moins jeune, est véritablement porteuse d'un nouveau rapport à l'autorité ? Ou dans quelle mesure, du moins, sa vision du travail a-t-elle, ou pas d'ailleurs, un impact sur la manière de vivre la relation d'autorité ? Alors, je pense que
l'autorité a toujours eu sa place dans le monde du travail. Elle l'a encore aujourd'hui. Et je pense qu'elle l'aura forcément encore demain. Par contre, les formes sous lesquelles cette autorité se traduit au quotidien, elle a beaucoup évolué. Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, il y ait une révolte contre l'autorité au travail. Ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a un refus d'une autorité aveugle, d'une autorité injuste, et on refuse le petit chef. On refuse aujourd'hui le petit chef qui est, comme je l'ai tenté d'expliquer tout à l'heure, qui derrière son costume s'abrite et prend une forme d'autorité. Ça, je crois que c'est vraiment le point qui est important à retenir. Alors, ce conflit, c'est pas un conflit d'ailleurs, cette évolution générationnelle qu'on rencontre, je vais prendre un exemple, vous aimez les exemples concrets, je crois que j'ai été surtout, on m'a demandé d'intervenir pour avoir un peu de concret. Dans un établissement... un peu plus que ça quand même. Pardon ? Un peu plus que ça quand même. Je suis désolé, je n'ai pas entendu. On vous a invité quand même, pas seulement juste pour nous donner quelques petits exemples, comme on a pu le voir, mais votre expérience qui est... Alors, je vais quand même vous exposer cet exemple. Je vois dans un cabinet médical avoir pu rencontrer 2 infirmiers, une infirmière qui est là depuis 20 ans, et puis un jeune collègue qui a lui un peu plus de 20 ans, mais d'âge et d'ancienneté peut-être de 2 années. Et on voit l'inspiration, la place que prend le travail. C'est-à-dire que la première, l'infirmière qui est là depuis 20 ans, qui connaît absolument tout, qui est quelqu'un de... Enfin, pour moi, que je trouve formidable. Je ne dis pas que le jeune, il n'est pas formidable, il a ses preuves à faire. On ne voit pas leur métier de la même manière. C'est-à-dire que pour la première, son métier, c'est une identité, une véritable identité. Elle est infirmière, elle connaît bien, elle connaît tout. Et en fait, elle va consacrer une grande partie de sa vie à... Tout va se concentrer autour de ce métier. Et puis, vous avez le jeune à côté qui va vous dire, moi... je suis là pour 2 ans. Déjà, m'engager dans un contrat à durée indéterminée, c'est quelque chose de difficile. Aujourd'hui, les engagements, se projeter, c'est, écoutez, moi je viens, mais mon objectif, c'est d'économiser pendant un certain temps pour pouvoir faire le tour du monde. Ça, c'est quand même quelque chose qui est bien. Moi, j'ai pas eu la chance de le faire, mais je me dis que quelque part, à 20 ans, et je me dis peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Alors, est-ce qu'il y en a, dans mon exemple, est-ce qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre ? Je ne sais pas. Maintenant, quel est le rôle et l'autorité qu'on peut avoir ? Je pense que elle est naturelle chez la personne qui avait placé le travail au cœur de son projet de vie. Après, elle est un peu plus à discuter, un peu plus à faire, à mettre en place pour ce jeune qui va venir, qui un jour ne viendra pas. Pourquoi ? Parce qu'il va vous dire qu'il y a sa cousine qui est passée, ça fait 6 mois qu'il ne l'a pas vue, elle rentre elle-même du tour du monde, et que il n'a pas pu venir. Et alors, les choses extraordinaires, c'est que effectivement, on peut lui demander quand même la fois d'après, c'est de prévenir quand même, parce que on a besoin de lui. Enfin, je veux dire, il est inscrit sur les plannings, il a une mission à accomplir. On a des personnes vulnérables, comme je vous ai dit tout à l'heure, à s'occuper, et que, alors, on va rappeler d'autres personnes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va être la même personne qui peut très bien vous dire à la fin de la semaine d'après, alors que il est en congé, et vous dire écoutez, j'ai rien de prévu ce week-end, donc si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous pouvez compter sur moi. Et je peux vous dire que ça a fait école. Moi, j'ai pas été habitué comme ça. Quand il y avait une autorité qui me disait vous êtes marqué sur un planning, on vous attend pour effectuer une mission de telle heure à telle heure, qui s'inscrit dans un projet d'établissement, et donc je me posais pas la question de savoir si mon cousin, ma cousine venait. J'allais au travail, puis il me restait...
Je crois que ça illustre bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aussi s'appuyer sur des gens, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que spontanément, ils vont vous dire, bon, écoutez, dans mes 4 cases, hein, j'ai de la place ce week-end pour le travail, donc n'hésitez pas à me faire. Alors après, on a une réglementation qui est un peu complexe. Vous savez, on superpose les réglementations. Alors quand la personne a déjà travaillé tant d'heures dans la semaine, où elle a fini à 21h, on ne peut plus la faire travailler le lendemain à 7h. Enfin bon, vous connaissez. Oui, il y a quand même des règles du droit du travail à respecter. Ouais, dans le monde du travail, il y a des règles. Et puis si alors là, je pense que Dominique sera encore plus à même que moi pour rappeler qu'il y a des règles qui définissent le cadre dans lequel on a une certaine forme de liberté. Alors on a tous tendance à transgresser parfois les limites, mais on vous rappelle vite à l'ordre parce que il y a des conflits, même dans le cadre d'un travail, d'un contrat de travail où il y a des engagements qui sont pris. Si il y a des dépassements, forcément il y a des sanctions. Il y a des sanctions et après il y a de la justice, il y a des prud'hommes, il y a plein de choses. Donc on vit quand même dans le milieu du travail, dans un monde avec des règles qui sont définies et qui imposent forcément de l'autorité. Donc, ce que je retiens de cet exemple, qui reste un exemple, mais qui est fort instructif et intéressant, c'est cette idée qu'on aurait une relation qui est plus peut-être négociée et négociable, et du moins vécue comme telle par l'employeur et les salariés, avec une plus grande flexibilité et une possibilité de discuter aussi. Constitué dans un cadre qui est celui de la vie en général. Ouais. Voilà. Ouais, mais je pense que j'insiste bien sur cette notion de cadre bien délimité, parce que quand le cadre est très bien délimité, je pense que on y trouve à l'intérieur une autonomie, une liberté totale. Donc, à partir du moment où vous rentrez dans un établissement ou dans une entreprise, dans un travail, un job, et que justement ces limites sont pas que vous êtes plutôt borderline, on se dit est-ce que je fais du bon, du pas bon, peut-être qu'il faudra qu'on reparle de la notion d'erreur dans le travail. Moi, je suis d'une génération où l'erreur dans mon travail, c'était quand même vécu comme un échec. Un échec, quelque part, j'ai loupé quelque chose, j'ai commis une erreur. Aujourd'hui, la nouvelle génération, la génération qu'on a qualifiée de Z, ont un rapport à l'erreur qui est complètement différent. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas un échec, c'est plutôt un axe d'amélioration à performer, savoir que si j'ai commis une erreur, c'est que soit les consignes n'étaient pas bonnes, soit les règles n'étaient pas très bien définies. Et donc, alors, ça nous invite quand même à réfléchir, parce que, évidemment, c'est pas complètement faux non plus. Dominique, je vous laisse rebondir, et puis je voulais aussi, j'en profite, je doute parce que le temps file à une vitesse folle. C'est aussi du coup cette dimension, donc là on parle d'une mutation, d'une réinterprétation du rapport à l'autorité, et en même temps quand on voit les enquêtes valeurs et beaucoup d'enquêtes d'opinion en général, les travaux sociologiques sur le sujet, les jeunes générations revendiquent quand même une forme d'autorité et de chefs inspirants, de leaders charismatiques, etc., aussi bien en politique que dans le travail. Est-ce qu'il n'y a pas une forme là de contradiction? Voilà. Je vous laisse répondre si vous voulez répondre à ces deux questions. Moi, je n'aurais pas dit que la relation de travail, elle était négociable. C'est plus, en fait, une individuation de cette relation de travail. Chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin, à ses propres arguments, etc. En fait, tout ça participe, Pascal l'a dit, d'une revendication de plus d'autonomie dans le travail. On veut que ce qu'on appelle l'autorité soit plus attentive, en quelque sorte, à vos attentes, à vos besoins. Donc, il faut que... on ne veut plus de règles qui s'appliquent de façon, de la même manière à tout le monde, etc. On veut sa propre relation de travail. Donc, faire attention aux attentes, aux besoins. Et également, je pense qu'il y a également dans le domaine du travail, peut-être que j'anticipe sur une autre question, je ne sais pas. Ça, c'est un sociologue allemand qui a incité là-dessus, qui s'appelle Axel Honneth.
Il y a un besoin de reconnaissance aussi au travail qui est très important. On veut que son employeur reconnaisse. Je sais pas, à l'université ou à l'école, on dirait une espèce de pédagogie positive, c'est-à-dire que au lieu de vous taper sur les doigts ou de vous dire non, ça n'allait pas, même si ça va pas, dire toujours mais c'est parfait. C'est peut-être pas parfait, mais c'est très bien. Parfait, mais c'est prendre en compte vos difficultés, peut-être. On peut le voir comme ça. Être dans une. Donc je pense qu'il y a beaucoup, il y a cette attente d'une dynamique, quelque chose de positif, une approche positive du travail. L'idée également qu'il faut que le salarié codétermine un peu ses objectifs avec l'employeur. L'idée qu'il maîtrise mieux son agenda, son emploi du temps, d'où tout ce qui est télétravail, développement, etc. Dès lors que le métier est télétravaillable. Mais comme vous le dites aussi, effectivement, donc on voit que on ne supporte plus l'autorité telle qu'on la concevait autrefois, une autorité qui est visible, qui traduit un pouvoir, l'autorité puissance, etc. Ça, on n'en veut plus. Par contre, effectivement, c'est un peu peut-être contradictoire, peut-être qu'il y a une schizophrénie chez certains, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'admiration il y a des enquêtes, effectivement, de la part des jeunes, pas seulement forcément des jeunes, pour certains leaders, des sportifs, des grands patrons, des innovateurs, je sais pas. Moi, quand je demande à un de mes fils, je pense à Elon Musk. Tu connais si tu avais un chef d'entreprise, si tu as un exemple, tout de suite, il va me dire Elon Musk. Donc il y a une admiration. Bon, je suis pas sûr qu'il ait envie de travailler dans les boîtes d'Elon Musk, mais il y a quand même il incarne quand même le patron, le grand patron du moment, etc. Sans parler d'Elon Musk, il y a aussi d'autres figures de patrons qui peuvent avoir d'autres philosophies qui sont volontiers pris comme modèle. Est-ce que c'est une schizophrénie ou est-ce que c'est les deux faces d'une même pièce, ce besoin de... Il y a quelque chose qui se superpose encore à tout ça, c'est que le rêve chez beaucoup de jeunes ou moins jeunes aujourd'hui, c'est aussi de devenir son propre maître. C'est-à-dire de ne plus travailler dans une entreprise, une grande entreprise ou une moyenne entreprise. C'est-à-dire, on était consultant à la Défense. Le projet, c'est de devenir boulanger. Peut-être pas à Auxerre, mais dans un village autour. Peut-être à Auxerre d'ailleurs, pourquoi pas à Auxerre. Donc il y a et je sais pas, c'est le développement il y a une fascination chez certains pour l'auto-entrepreneuriat, pour reprendre une entreprise artisanale, etc. Et parfois on se rend pas compte que cela n'est pas sans face cachée en fait, parce que ça va devenir entrepreneur, etc. C'est pas si facile que ça. C'est parfois un peu, je vais pas tomber dans du néo-marxisme, mais un peu des nouvelles formes d'exploitation. C'est sans doute une protection bien moindre que quand on était salarié, etc. Donc c'est une voie pas si facile que cela. Mais je pense qu'il y a une certaine fascination qui traduit aussi donc un rejet d'une autorité et même en tous les cas dans les plus grandes entreprises où pourtant il y a un management qui a un style nouveau, qui serait adapté aux attentes, aux demandes des uns et des autres, oui, mais alors, qui est quand même rejeté. Pardon, excusez-moi, et après on vous laisse la parole, on va boucler très rapidement sur le sujet. En même temps, dans ces grandes entreprises, on a vu que avec la financiarisation de l'économie, avec le développement de la sous-traitance, avec la globalisation, etc. Donc c'est des mouvements qui sont très longs, évidemment, ça date pas d'hier. Mais on dit souvent qu'il y a quand même un éloignement des centres de décision par rapport au terrain. Et donc cette multiplication des process, cette complication de l'environnement professionnel de l'entreprise, est-ce que quelque part ça n'a pas non plus quel impact ça peut avoir sur cette notion d'autorité? C'est quoi un manager? C'est quoi la légitimité d'un manager qui est éloigné du terrain finalement? Je pense que vous pouvez même rajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, on est en train de changer et je pense que vous pouvez rajouter aussi la notion de télétravail qui modifie quand même le regard qu'on porte sur le travail. J'ai envie de dire... C'était la question numéro 9, donc merci que je n'ai pas pu vous poser. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis désolée, je vous ai coupé, pardon. Ouais, non, je crois que
l'expérience que j'ai, je commence à rentrer un peu dans l'âge, donc j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai accompagné plus de 1000 personnes âgées dans leur fin de vie et qui me racontaient toujours leur vie et leurs histoires, et on trouve beaucoup de similarités. Et en fait, on s'aperçoit que dans tous les effets de la vie, il y a toujours un effet de balancier. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est en train de se chercher dans le monde du travail, dans l'autorité. Et puis, je suis quand même quelqu'un de très optimiste, et je me dis que arrive un moment, cet effet balancier va nous ramener progressivement vers quelque chose de plus équilibré, de plus juste, et ça se ressent également dans le monde du travail. Je vais prendre un exemple. Je crois que surtout, c'est que ce qui fait autorité et ce qui permet d'évoluer très bien dans le monde du travail aujourd'hui, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre une personne avec ses qualités et une mission qu'on va lui confier. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir changer de métier beaucoup plus facilement. Dominique a évoqué oui, l'ingénieur qui va devenir boulanger. Même s'il vient Auxerre, c'est très bien Auxerre. Hein. Alors c'était pas une critique d'Auxerre. Attendons-nous bien. Souvent ces démarches. Enfin, les personnes qui vont quitter la Défense ne vont pas s'installer dans une ville préfecture. Ils vont aller plutôt dans un petit village. Donc il y en a de très beaux dans l'Yonne. Oui, il peut habiter Auxerre quand même. C'est ce que je voulais dire. Oui, non, mais je vous taquine un peu. Non, parce que derrière tout cela, ce qui est important de retenir, et là j'ai quelques chiffres quand même à l'appui, parce que je vois au niveau du tribunal, c'est que effectivement il y a eu une tendance là depuis quelques années à la micro-entreprise. Hein. On enregistre et on bat des records. On a dépassé cette année le record d'enregistrement des années d'avant et ainsi de suite, mais on a quand même un effet d'équilibre, puisqu'on a beaucoup de retours. Et notamment des infirmiers qui ont quitté, vous savez, le secteur des EHPAD, vous le savez tous, on a traversé successivement 3 crises. Première crise, ça a été la Covid. Ensuite, on a eu l'affaire Orpea, pour ne pas la nommer, qui a fait des dégâts et qui a entraîné une troisième crise qu'on n'a peut-être pas bien suggérée d'ailleurs. C'était les démissions du personnel, et justement de toute génération, là pour le coup, qui quittait un secteur parce que toutes les émissions de télé ont tellement jeté l'opprobre sur ce secteur que ça donnait plus envie d'y aller. Et en fait, j'ai beaucoup d'anciennes collègues qui se sont improvisés dans différents secteurs, d'hôtellerie, dans des secteurs plein de choses. Le bien-être, voilà. Ouais, le bien-être. Notamment, ça. Bien-être. Beaucoup de logs, vous savez, sophrologues, hypno, tout. Naturopathe. Malheureusement, là, je regarde les chiffres au niveau du tribunal et je pense que les expériences, pour certaines, vont être menées à bien et vont aboutir. Mais malheureusement, les chiffres nous montrent aujourd'hui qu'on va avoir plus de radiation de micro-entreprises, et pourtant il y en a encore de plus en plus. Mais le délai est très court, chacun s'essaye parce que, comme vous l'avez dit, je crée ma propre entreprise et je cherche une autonomie, et quelque part je cherche à fuir l'autorité. C'est-à-dire que c'est moi qui vais représenter l'autorité. C'est un peu dans l'imaginaire. Après, on découvre ce que c'est que la réalité d'être un chef d'entreprise avec une part de... Ça s'arrête jamais. Et en plus, quand vous êtes comme moi dans un secteur d'activité qui fonctionne 24 heures sur 24, pour faire une référence avec le match, le côté sportif et le match... moi, c'est un match de 24 heures qui recommence tous les jours. Donc, tous les jours, c'est une nouvelle aventure. Et donc, il faut vraiment faire preuve d'humilité, parce que vous avez besoin de personnes, et qu'il faut avoir beaucoup de respect pour que les personnes continuent de venir. Et il y a un équilibrage qui se refait inévitablement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mais bien sûr, je vous ai pas écrit un script. Juste une mini-remarque. Moi, je pense quand même que, et je vous laisse Dominique conclure et on vous laisse la parole, c'est quand même l'auto-entreprise, c'est vécu comme un idéal, mais c'est aussi dans beaucoup de domaines une obligation. C'est-à-dire que dans beaucoup de domaines, les salariés n'ont pas d'autre choix que de devenir auto-entrepreneurs avec des risques afférents.
Dominique. Non, je voulais juste rebondir sur votre question, l'éloignement des centres de décision Oui. Et l'autorité. En fait, je voudrais dire, c'est un mal quand même de la société contemporaine. Beaucoup de centres de décision, notamment dans le domaine économique, s'éloignent, et je pense que ça, dès lors qu'il y a une rupture entre les opérateurs, ceux qui font le boulot sur le terrain, et leurs dirigeants, parce qu'en fait, ceux qui sont sur le terrain, en fait, demandent de la clarté, demandent des lignes, des orientations, etc. Et dès lors que le lien se creuse, c'est à ce moment-là que il va y avoir un certain ressentiment qui peut apparaître, une certaine de la résistance aux ordres qui sont donnés. Si je reprends ma casquette d'analyse des mouvements syndicaux, justement, les conflits ouverts vont souvent éclater. Voilà, si on regarde ce qui s'est passé lors des Gilets jaunes ou lors d'autres mouvements sociaux, c'est souvent les colères les plus dures, elles viennent souvent de la part de groupes qui sont le plus en rupture avec l'autorité, parce que l'autorité a disparu, c'est volatilisé, elle est trop loin, on ne sait plus où on va, etc. Elle s'est diluée, quoi. Voilà, et donc c'est souvent dans ces situations-là qu'on a il y a un sociologue américain qui s'appelle Oberschall qui a théorisé tout cela, et c'est souvent les révoltes les plus dures quand justement l'autorité elle est lointaine, on ne sait plus exactement dans quel sens on évolue, etc. Donc il faut faire très attention à justement en fait l'autorité, alors je sais pas si c'est le temps de la conclusion, je voulais dire, elle va bien l'autorité, il y a un auteur, Pierre Rosanvallon, qui a écrit un bouquin là-dessus, qui vient de paraître. Il explique que l'autorité, c'est une institution invisible. Elle sera, comme d'ailleurs la légitimité qu'on a évoquée tout à l'heure, comme d'ailleurs la confiance, c'est ces trois institutions qui ne sont pas codifiées, il n'y a pas de statuts légaux, etc. C'est quelque chose qui n'est pas apparent et qui sera d'autant plus performant qu'elle ne se manifeste pas brutalement. Voilà. Mais dans le cas que vous évoquiez tout à l'heure, ces centres qui sont extrêmement lointains, donc on sait qu'ils existent, mais ils vous managent peu, etc. Ça suscite de la colère et ça peut conduire à des conflits ouverts assez violents. Merci beaucoup. On est désolé, on a un petit peu dépassé. Je crois que on était arrivé un petit peu, on avait déjà un petit peu de retard, mais je vous laisse la parole pour des questions, voilà, pour nos interlocuteurs. Et désolé d'avoir un peu dépassé. Et puis, ouais. Oui, madame, mesdames, messieurs, dames. Excusez-moi, je vois pas très bien. Je vous laisse la parole, monsieur, madame. Monsieur là-bas. Monsieur, voilà. Bonjour, merci. Je dirige une société d'intelligence artificielle. Bonjour, je dirige une société d'intelligence artificielle dans la santé et on met en place les principes de l'entreprise libérée décrits par Frédéric Laloux. Et ce qu'on observe, c'est que ce sont les plus jeunes qui ont du mal à se passer d'autorité. Alors quand je dis du mal à s'en passer, c'est que quand ils sont en télétravail, eh bien on a 20% d'effectifs de jeunes qui sont partis en dépression. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus ? Alors, moi, je confirme ce que vous dites, c'est à savoir que je pense qu'effectivement, la génération qui arrive a besoin d'une autorité, mais d'une autorité qui soit adaptée, qui soit réfléchie, qui soit, j'ai envie de dire, positive. Positive, c'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas d'une autorité du petit chef, comme on a tenté de l'évoquer tout au long de cette table ronde, mais avec des objectifs qui soient bien déterminés, avec une écoute qui soit présente. Mais je vous rejoins complètement, monsieur. Aujourd'hui, la génération fait preuve d'une sensibilité peut-être plus exacerbée que les générations d'avant et a besoin de cette autorité qui se situe dans un cadre, comme je l'ai déjà dit, dans un cadre qui soit bien délimité. Et c'est à travers ce cadre bien délimité qu'on va trouver l'autonomie. Et je pense que effectivement, ils ont besoin d'être entendus, d'être compris, et ils ont besoin de cette autorité. Et peut-être qu'aussi ils trouvent du sens dans le collectif. Il me semble que c'est ce que montrent les études aussi, c'est que les jeunes générations sont très sensibles à l'idée du travail en tant qu'appartenance à un collectif qui va donner du sens à leur mission. Et donc en télétravail, on peut être un peu esselé.
Tout à l'heure, j'évoquais un Allemand là, qui s'appelle Axel Honneth sur la question de la reconnaissance au travail. Et en fait, il explique bien que la reconnaissance que les salariés souhaitent, c'est pas uniquement de la part de l'employeur, c'est également de la part des collègues. Il y a tout un collectif à faire exister et dès lors qu'on est isolé, etc., qu'il y a plus collectif, qu'on a le sentiment d'être pas reconnu, je pense alors j'ai pas étudié ça concrètement, mais je pense que c'est problématique, quoi. La reconnaissance, c'est pas uniquement le chef d'entreprise qui est à votre écoute, etc., mais c'est également tous les collègues. Il y a tout un collectif qui... Un collectif humain, quoi. Humain, oui. Oui, et puis pour rebondir, je crois que dans la dernière question, on parlait de l'éloignement du centre décisionnel, et puis de l'activité. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, je prends un exemple qui est le mien, je dirigeais un établissement d'hébergement indépendant. Et la superposition de la réglementation, l'évolution, fait qu'aujourd'hui, un établissement indépendant n'a quasiment plus la possibilité d'exister et d'être repris dans le cadre d'un groupe. Donc, il va créer forcément encore plus de distance entre le centre décisionnel et le quotidien des salariés. Mais parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, il faudrait qu'il soit expert comptable, avocat spécialisé en fiscalité, en droit du travail, un peu architecte, voilà. Donc, surtout de la réglementation concernant la sécurité, c'est très bien, mais ça nous impose des heures et des heures de travail qui ne sont plus supportables. Et donc, en fait, à part rejoindre une entité plus grosse, un groupe qui aura peut-être certainement plus les mêmes valeurs en termes d'écoute, en termes de qualité de prise en charge, mais c'est inévitable. Donc effectivement, ça se ressent, et comme l'autorité s'éloigne, eh bien oui, je pense que les nouvelles générations, comme vous l'avez évoqué, recherchent vraiment dans son supérieur. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que quand on dit toujours son supérieur, mais on ne parle jamais de son inférieur. Hein. Quand dans son supérieur, on cherche justement l'écoute, l'attention et le guide dont on a besoin, parce que des fois, la direction, elle est très 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 lointaine et qu'on ne comprend pas forcément on n'a pas la même vision du travail et de l'effectivité de la mission et des tâches à effectuer. Merci pour vos réponses. Madame, est-ce que vous m'entendez là ? Oui, on vous entend bien. Alors, pour aller un peu dans le sens de ce qui vient d'être dit, je me posais la question de savoir si se développent les nouvelles méthodes de management comme l'intelligence collective, comme la gestion par consentement, qui peuvent permettre peut-être aux salariés de participer à un projet d'entreprise, de l'actualiser, etc., dans des cadres, puisqu'on a parlé de cadres aussi, dans des cadres peut-être plus rassurants, qui permettent aussi aux salariés de se sentir valorisés et qui peut aussi permettre de consentir du coup à l'autorité, puisqu'on participe au projet d'entreprise. Merci pour cette question, remarque intéressante, messieurs. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du management. Enfin, il y a beaucoup de spécialistes, mais oui, je vais tout à fait dans votre sens. Enfin, le management, le problème, c'est qu'il y a des styles de management. Il faut les faire évoluer. Tout le monde n'est pas d'accord. Et en fait, ce qui semble dominer aujourd'hui, c'est favoriser l'autonomie des équipes, essayer L'idée, il faut que les objectifs soient codéterminés entre les managers et les équipes. Voilà. Je m'en tiens à cette généralité, mais effectivement, les choses semblent évoluer dans ce sens. Mais en fait, il y a quand même, par exemple, le développement du télétravail, il entraîne souvent également le développement de la télésurveillance, qui soulève d'autres problèmes. Concrètement, ce que vous proposez, c'est pas sûr que ça se mette vraiment en place, parce qu'il y a toujours des méfiances réciproques. C'est facile à exprimer, mais la mise en œuvre est souvent plus contestée, plus problématique. Tous les managers ne sont pas prêts à ce genre d'évolution. Voilà ce que je manquais à certaines généralités. Hein. Non, mais c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'idée de créer un cadre
de discussion qui soit, de confiance, qui donne la possibilité à chacun de s'exprimer et peut-être d'évoluer dans ses points de vue, me semble assez... Une revendication qu'on voit souvent, c'est... Enfin, le mot qu'on voit souvent derrière ces revendications, c'est, je l'ai peut-être déjà dit, c'est l'idée de codétermination. Voilà, il faut que les équipes et le management travaillent ensemble. On va prendre une autre question. Pascal, vous aviez quelque chose à rajouter, peut-être ? Déjà, oui, dans tout ce qui est télétravail, c'est une belle aventure, ça fait un peu rêver tout le monde, mais ça ne peut pas s'appliquer à toutes les professions, notamment... Mais là, je pense que, excusez-moi, la question, c'était pas le télétravail, Ouais. c'était l'intelligence, le consentement dans l'intelligence collective. Alors, le processus d'intelligence collective. Alors là, j'ai presque envie d'inviter le monsieur qui a posé la question d'avant à donner sa carte de visite à la dame, parce que l'intelligence artificielle, elle arrive, et là, très franchement, aujourd'hui, j'ai encore pas d'expérience en la matière. Donc je vais être obligé de botter en touche. Je me vois pas répondre à une question comment dans le soin. Je suis convaincu que l'intelligence artificielle va apporter beaucoup, mais à condition que ça reste bien un outil et que ce soit pas un espace décisionnel. Je pense que... Alors, merci beaucoup. Alors, attendez, il y a encore des questions. Alors, soyons transparents. Nous avons dépassé le temps de 5 minutes. Nous avons encore des questions et je suis très curieuse de les entendre. Après, si on me fait le signe dans la salle qu'il ne faut pas trop dépasser le temps, parce qu'après, ça peut tout désorganiser, nous serons disciplinés. Cécile, on prend 2 questions. Alors, prenez 2 questions, je suis ravie. Ensemble, on fait un tir groupé. Allez. Alors, j'écoute votre double question. Alors, ça va être simple. Je pense qu'il faut pas oublier non plus les outils de valorisation qui existent, dont on n'a pas parlé, que sont l'entretien annuel professionnel, qui permettent de recontractualiser la relation au travail, de refixer des objectifs ambitieux, mais aussi performants. Et puis, il y a un autre outil, c'est la formation, dont on n'a pas parlé, qui sont aussi des outils de valorisation. À mon avis, il ne faut pas les oublier non plus. On a beaucoup parlé ici des constats, mais je pense qu'il faut aussi penser aux solutions qui existent et qui peuvent aussi accompagner ce monde du travail qui est effectivement en pleine mutation. Merci beaucoup, c'est tout à fait juste. J'avais noté dans mes notes. Malheureusement, nous n'avons pas pu tout aborder, donc merci de cette remarque. Vous voulez réagir ou Héloïse, une deuxième question et puis nous réagirons... Il y a une question à l'étage. Et monsieur devant avait aussi une question. Madame. Alors, monsieur, allez-y. Monsieur, pardon, excusez-moi. Oui, dans l'autorité, dans le monde du travail, vous aviez essentiellement développé votre argumentaire autour de 2 acteurs sociaux qui sont les salariés et les dirigeants. Nonobstant, actuellement, n'est-on pas autour de l'autorité, ne se joue-t-elle pas autour de 3 acteurs sociaux, un ayant une position hiérarchique supérieure aux autres, qui s'appelle le capital. Sur ce plan-là, je citerai en tant que marin 2 exemples. L'Amoco Cadix et l'Ever Given qui s'est planté dans le canal de Suez il y a 2 ans. Ces 2 catastrophes maritimes sont dues au refus de l'armateur de payer le remorqueur qui aurait pu sauver le navire pour prendre des activités non maritimes. Dans mes activités professionnelles, j'ai quand même rencontré un certain nombre de dirigeants d'entreprises qui ont été obligés de fermer leur unité de production parce que le capital avait décidé que c'était plus assez rentable et de licencier plusieurs centaines de salariés. On peut prendre l'exemple récemment de Michelin, de l'an dernier de Duralex. Est-ce qu'aujourd'hui, l'autorité ne passe pas d'abord par le capital, qui est une autorité hiérarchique, voire quasiment monarchique, le manager n'étant qu'un exécutant et les salariés n'étant que de la main-d'œuvre en CDD ou en auto-entrepreneur, donc taillable et corvéable. Merci. Merci. Alors, pour compléter monsieur. À l'autre extrémité, dans cette mutation, que deviennent les formes d'organisation de résistance qu'étaient les syndicats, l'engagement syndical? Comment, dans cette mutation, est-ce que
quel pronostic vous faites sur son avenir là? Eh ben, merci beaucoup. Vous bouclez la boucle parce que c'était ma question de conclusion qu'on n'avait pas pu aborder et c'était très important. Donc, je vais vous laisser réagir. Alors, si vous pouvez réagir à ces 3 prises de parole, questionnements, et puis voilà. Je vous laisse Dominique. Réagir Pascal. déjà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a été quand même relativement limité. Monsieur, évidemment, a complètement raison. Il y a plein de sujets qu'on aurait bien aimé aborder sur, je sais pas, vous avez parlé, mais on peut parler également de toutes les démarches sur la qualité de vie au travail. Mais il va nous falloir énormément de temps pour tout développer. Après, oui, c'est... La question du capital, peut-être La question du capital, ça rejoint celle que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'avais un petit établissement où j'étais indépendant. Aujourd'hui, c'est devenu d'une telle complexité que forcément, il y a forcément des groupes qui sont en capacité de racheter un établissement avec un bâtiment qui a de la valeur. Donc, je pense qu'effectivement, l'autorité, parce que je crois qu'il faut recentrer aussi sur le thème qui nous anime aujourd'hui, à savoir l'autorité. Eh bien, elle fonctionne sous une forme pyramidale où entre le bas, le haut, il y a de plus en plus de distance. Et c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant très 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 longtemps. Ça n'a pas été loin ma façon de travailler. J'ai eu l'occasion de développer plusieurs établissements quand je me suis aperçu que le métier qui était le mien au départ, c'était d'accompagner des personnes âgées et c'était plus celui que je faisais. À savoir que, en fait, je ne faisais plus que gérer des problématiques d'investissement, des problématiques de ressources humaines, des problématiques qui étaient très loin de mon métier. Donc, j'ai voulu me recentrer. Mais est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Je pense que j'ai cessé le dernier établissement indépendant du département. Il en reste plus qu'aujourd'hui 2 sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc évidemment, c'est effectivement une évolution dans ce secteur que je connais particulièrement, mais c'est valable pour beaucoup de secteurs aujourd'hui. Merci Dominique. La question des syndicats, qui est votre domaine de spécialité en plus. On est très avancé dans le temps, là on nous fait des signes qu'il faut que qu'on s'arrête. Donc très rapidement sur les syndicats, je dirais 2 choses. La première, c'est que les syndicats, c'est historiquement, traditionnellement des médiateurs, et plus que des médiateurs, des porte-paroles, des défenseurs d'intérêts, une espèce de contre-pouvoir dans l'entreprise. Ça, c'est leur rôle. Il y a, je dis 2 choses, j'en rajoute une, je vais en dire 3. Il y a beaucoup de travaux qui montrent aujourd'hui, et c'est un petit peu contre-intuitif par rapport à une pensée qui reste peut-être encore un peu dominante, que finalement avoir des syndicats dans une entreprise, c'est une chance pour l'entreprise, parce que les conditions de travail généralement vont y être meilleures, et finalement la productivité et la rentabilité de l'entreprise va être plus intéressante. Ça, c'est le 2e point. Et le 3e point, c'est que malheureusement, si on prend le cas français, et même plus largement en Europe, avec certains contrastes, il y a quelques années, en 2019, il y a un organisme qui s'appelle l'ETUI, qui est le laboratoire de recherche de la CES, Confédération Européenne des Syndicats, qui a publié une enquête que vous pouvez trouver en ligne, qui se demande si les syndicats vont pas disparaître. Les syndicats ne sont-ils pas en voie de disparition? Et voilà, c'est une question qu'il faut qu'ils se posent. Pourquoi est-ce qu'ils seront en voie de disparition? Et donc, aujourd'hui, toute la problématique pour les syndicats, c'est de reconquérir des adhérents solidement. Un syndicalisme ne peut pas être efficace, à mon avis, s'il se contente simplement de manifester tous les 15 jours à Paris ou ailleurs. Il faut que ce soit vraiment un phénomène social, il faut une densité sociale. Et c'est là, il faut reconquérir, s'il veut pas disparaître. D'ailleurs, c'est ce que disait cette étude, il faut innover, mais aussi il faut retrouver des façons de faire qui ont réussi dans le passé et qu'on semble avoir oublié. Merci infiniment. Merci à vous pour vos questions. Merci à nos intervenants. Merci à vous et toutes nos excuses pour le retard qu'on vous a fait prendre. Vous avez normalement un petit moment de pause avant de retrouver la conférence Sciences et médecine, une autorité toute puissante. Point d'interrogation. Oui, merci.